la menace musulmane, c'est pas quelque chose de si nouveau parce qu'en vérité, tu regardes, c'est un Isabelle peu la catholique en Espagne. et j'allais dire notamment. ça, et les croisades. L'ennemi musulman de la civilisation occidentale, c'est le fondement même de la pensée de l'Occident. Des puissances vont élaborer des choses dans les périphéries coloniales, certaines armes, je sais pas, prendre les grenades de désencerclement, les flashballs, c'est des choses qui ont été d'abord développées par Israël en Palestine, par le Royaume-Uni en Irlande du Nord, et qui donc contre les colonisés, et qui vont être ramenés et puis réagencés, réutilisés contre les classes populaires en métropole. Dans quasiment tous les soulèvements, les femmes peuvent être en première ligne, mais sont en fait aussi dans les bases arrières, font les résistances invisibles. Mathieu, je suis très content de te recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Tu es réalisateur, sociologue, chercheur en sciences sociales militant. Je pense que l'aspect militant, tu trouves que, tu m'as dit que c'est, j'ai vu dans plusieurs interviews que tu t'insistes là-dessus, c'est très important pour toi. Tu pourras nous expliquer d'ailleurs pourquoi. Tu t'intéresses dans tes travaux à la construction du système sécuritaire, à ce que font les institutions policières et militaires. Tu as notamment publié aux éditions 10-18 La police du futur. Tu as aussi publié aux éditions La Fabrique La domination policière. Récemment, tu as sorti un film, Nous sommes des champs de bataille, disponible sur ton site internet. Donc les personnes font un don et après ils peuvent accéder au film. Tu as publié récemment ce livre, La guerre globale contre les peuples, pour lequel je te reçois, qui est aussi publié aux éditions La Fabrique et dont on va parler aujourd'hui. Dans cet ouvrage, tu nous montres que la guerre contre les peuples ne constitue pas une contradiction du capitalisme, mais qu'elle n'est pas une caractéristique tragique du genre humain, mais qu'elle découle d'une véritable mécanique impériale, une mécanique avec des doctrines que tu analyses, dans lesquelles tu reviens, mais aussi des pratiques, une industrie et des logiques. Et tu en parles dans ce bouquin, donc c'est un bouquin très très riche. Et pour comprendre cette mécanique impériale, tu explores les racines historiques de la contre-insurrection, et en identifiant 3 grandes doctrines notamment, une française, une britannique et une américaine. Peux-tu nous en retracer les origines et nous expliquer en quoi toutes ces approches se distinguent les unes des autres? Ouais, salut Samuel, merci pour l'invitation. Et oui, moi je rappelle en général que je suis militant parce que c'est de là que je pars en fait. Si je fais des sciences sociales critiques, c'est pour faire des outils pour les luttes, c'est pour changer les choses, c'est pas comme ça dans l'absolu. C'est pour comprendre les fonctionnements réels des mécaniques de domination, donc c'est pour établir la réalité des faits, mais pour s'en servir, quoi. Et voilà. Et du coup, ça c'est un outil en plus sur une vingtaine d'années de recherche sur les sociétés sécuritaires. Alors c'est vrai, pendant une quinzaine d'années, j'ai surtout bossé sur la France et du coup sur la généalogie coloniale, c'est-à-dire en gros comment les guerres coloniales françaises, notamment en Indochine et en Algérie, mais pas que, influençaient le système sécuritaire. En gros, comment des techniques de guerre, des armes, des cadres, des états-majors militaires et policiers, des politiciens, notamment dans la contre-révolution en Algérie, avaient inventé toute une série de manières de contrôler, surveiller, réprimer le peuple algérien, qui ont énormément influencé les méthodes de répression dans les quartiers populaires, je dis de répression, mais en fait de surveillance et d'encadrement quotidien, mais aussi les techniques d'encadrement, de répression dans les prisons, le système de contrôle, surveillance, répression des exilés, du coup le régime des frontières, et voilà, et du coup c'est à la fois l'idée que dans les luttes et dans la séquence, on a absolument besoin d'une compréhension de ce qui se passe au niveau international, mais aussi parce que justement on est dans un moment où la guerre restructure tout et puis frappe les peuples du monde avec une intensité particulière, que on a besoin d'une sorte de cartographie générale. On a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Et le fait est que pour comprendre ça, il faut qu'on regarde dans la longue durée. Du coup, c'est une socio-histoire sur le temps long, globale, connectée, de la guerre, du contrôle, de la surveillance, de la répression, de l'enfermement, des frontières, et où en fait c'était pas l'hypothèse de base, mais où l'une des premières conclusions, c'est que en fait toutes ces choses-là font système, et qu'elles font système depuis le début. C'est-à-dire que le capitalisme se développe
se conçoit et se déploie à travers la forme d'une guerre contre les peuples. Alors je pense qu'on va en parler plus, mais voilà, l'idée c'est de faire la carte de ces rouages avec le sous-entendu que mieux on comprend un rouage, mieux on est outillé pour le bloquer, quoi. Ouais, je crois qu'il y a un passage dans le bouquin où tu parles du fait de la nécessité d'avoir un nouvel appareillage, des nouveaux outils pour comprendre justement tout ça. Est-ce que c'était pour ça aussi notamment que du coup dans toute la première partie du livre, tu aussi t'as cette nécessité-là aussi de revenir sur l'histoire du capitalisme, aussi sur la manière dont l'exploitation se fait et tout? Ouais, très clairement, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu scientifique, c'est-à-dire que si tu veux démontrer quelque chose, il faut bien que tu définisses tes concepts, que tu expliques ta méthodologie, le terrain que tu as constitué, aussi parce que, tu vois, il y a toute une part de... je dis pour tout le monde, l'épistémologie, c'est la philosophie des sciences, c'est le champ de bataille dans lequel on discute de qu'est-ce qui est scientifique ou qui l'est pas. Et du coup, il y a des gens qui vont dire non, la science c'est comme ça, c'est absolument objectif, c'est positif, et puis on vous parle pas de nos méthodologies, c'est comme ça. Il y a nous les scientifiques, et puis vous y comprenez rien, c'est pas grave. Et puis on est objectif et c'est comme ça. Et du coup, moi je suis pas du tout dans ce champ-là. Moi je suis dans une approche critique qui est de dire en fait, on peut faire de l'objectivation, c'est-à-dire il faut qu'on aille vers des connaissances les plus rigoureuses, mais par contre on parle de subjectivité. Les gens qui recherchent, les scientifiques, tout le monde, on a une place dans la société, selon qu'on est un homme ou une femme, un blanc ou un non-blanc, un riche ou un prolétaire. En fait, on n'a pas les mêmes moyens d'enquêter, on n'a pas les mêmes perspectives. Quels sont nos engagements politiques aussi? Si notre but c'est changer la société, ou si notre but c'est que rien ne change, on va pas faire la science de la même manière, mais aussi bien en sciences sociales qu'en vérité, qu'en physique quantique, ou tout ça, c'est fondamental. Et du coup, comme moi je parle de ça, je parle aussi du fait qu'il faut se raconter ce truc-là, il faut dire aux gens d'où on enquête, d'où on parle dans la société. Le point de départ. Voilà, le positionnement, où est-ce qu'on est situé, mais qu'est-ce qu'on veut faire aussi, d'assumer clairement, oui, moi je fais de la recherche pour outiller les luttes et pour changer les choses. Et du coup, je prends aussi le temps d'expliquer ma méthodologie, d'expliquer mes concepts, dans l'idée que chacune puisse s'en emparer. C'est-à-dire, moi je suis aussi dans une approche à me dire, en fait, il ne faut pas qu'on laisse la science aux scientifiques, tu vois, il ne faut pas qu'on laisse les sciences sociales aux universités, aux académies. En fait, il faut que tous les exploités, les dominés, les opprimés réussissent à s'organiser pour mener de l'enquête, elles et eux-mêmes, parce qu'en fait... j'ai dans l'idée dans tout ça, mais enfin avec tous les camarades avec qui on avance, qu'il y a aussi un problème du fait que par exemple les luttes ou les mouvements révolutionnaires, il y a des intellectuels d'un côté qui pensent pour les masses, tu vois, et que moi j'ai l'impression qu'il faut que ce soit justement les masses opprimées qui deviennent leurs propres intellectuels. De toute façon, elles le sont en fait, mais que la connaissance critique qui nous permette de construire des mouvements d'émancipation, en fait, elle soit construite par en bas, directement entre les opprimés. Et du coup, c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est-à-dire, je montre mon jeu, j'explique comment j'ai construit les choses pour que les gens s'en emparent, et aussi qu'ils puissent me dire, là, on n'est pas d'accord, là, tu pourrais améliorer le truc, nous, on va le faire autrement, ça, tiens, ça me donne une idée, etc. En fait, c'est montrer les rouages, là aussi, de la mécanique d'enquête, quoi. Mais dans le même temps, et on en parlera après, tu as aussi réutilisé des concepts qui sont vraiment des sciences humaines et sociales, avec le biopouvoir, le nécropouvoir, mais aussi tu as créé aussi un concept, l'endocolonial, et ce qui permettra notamment de comprendre comment cette mécanique impériale, elle s'impose aussi dans les quartiers populaires et tout. Tu en parles dans le bouquin, je pense qu'on sera amené à en reparler. Tu parlais juste avant de comment en fait tu t'es intéressé à ces doctrines, du fait que c'est dans la continuité de tout ce que tu avais pu faire auparavant. Moi, ce que je trouvais intéressant avec le bouquin, c'est que j'ai l'impression que ces doctrines-là, que la principale doctrine, elle vient par exemple de la France. Donc tu cites beaucoup de généraux, il y a vraiment beaucoup de personnes dans l'armée qui ont comment dire, contribué à cette doctrine, la DGR notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette doctrine et en quoi elle va influencer toutes les autres? Et après, il y a une distinction que tu fais notamment, je crois, entre la doctrine anglo-saxonne et la doctrine française, où l'une a une approche beaucoup plus dans la psychologie et l'autre qui est beaucoup plus dans la férocité. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait d'où elle prend racine, cette doctrine-là, la doctrine française, et après, comment elle va influencer les autres doctrines que tu analyses? Ouais, je vais essayer, c'est vraiment des sujets de colloque, mais
Bon, en fait, quand tu le prends sur le temps long et dans la globalité, comme le fait le livre, on se rend compte que dans la modernité capitaliste, quasiment, toutes les puissances impériales, tous les États qui vont se lancer dans des campagnes coloniales mettent en place des méthodes de contre-insurrection. Et donc là, on appelle ça aujourd'hui contre-insurrection. En fait, c'est un terme militaire, mais à différentes époques, ça va être nommé contre-guérilla, guerre de partisans, petite guerre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre hybride, de guerre de basse intensité. Et en fait, ça désigne la guerre contre les peuples. Ça désigne l'usage de mécaniques de violence extrême contre des populations civiles, en général contre des classes populaires. C'est rarement les riches et les dominants qui sont touchés par ça, évidemment. Et du coup, dans cette histoire-là, en fait, on voit évoluer ces doctrines de guerre contre les peuples, de guerre dans et contre les populations, jusqu'à un moment où, en fait, elles deviennent vraiment fondamentales dans les armées. C'est-à-dire qu'au départ, elles sont un peu marginales, avec tout un mythe que la modernité capitaliste, ce serait la guerre entre deux États. C'est ce qu'on continue de nous raconter à l'école. Ce serait exceptionnel. Ukraine-Russie, ou même Israël-Palestine, alors que ça l'est pas. Exactement, ça tombe toujours sur les peuples, même si des fois il y a des États et des armées qui se font des guerres. Mais bon, une des thèses fortes du livre, c'est de montrer qu'en fait, la normalité, c'est plutôt l'usage de la guerre contre les peuples, et que ça traverse toute l'histoire de la modernité capitaliste, mais du coup des peuples et des sociétés contemporaines. Et en fait, on voit qu'à travers l'histoire, les armées nomment quand même cet usage de la guerre contre les peuples à travers tous les noms que j'ai donnés là. Donc il y a bien une compréhension de ce phénomène, il y a une tentative pour ces militaires, et aussi parce que ça sert leur carrière, de dire moi j'ai développé une nouvelle méthode, j'ai trouvé un moyen d'écraser les insurrections, les soulèvements, de maintenir l'ordre, etc. Mais ça se rejoint à chaque fois. En vrai, ils sont toujours dans la même veine idéologique. C'est ça qu'on voit, je trouve qu'on le voit assez bien. La plupart du temps, ils racontent quand même globalement la même chose. En gros, ils disent les termes juste changent, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ils ajoutent quelques trucs pour se distinguer, ou faire comme s'il n'y avait pas eu d'autres avant eux qui avaient déjà dit que en fait globalement il faut ouvrir le feu sur les gens qui s'opposent. Globalement, il faut déplacer les populations, les interner, pas hésiter à torturer, pas hésiter à faire disparaître les corps. En général, ils utilisent rarement le terme de torture, mais ils vont dire il faut faire du renseignement. Les choses dont on entend très rarement, en fait, qu'ils assument jamais, c'est l'utilisation du viol comme arme de guerre, alors qu'on la retrouve quasiment tout le temps. Voilà. Et les disparitions forcées, où pareil, ça va pas être, on va jamais trouver des documents où c'est écrit. L'opération Condor, par exemple. Dans l'opération Condor, c'est bon, on trouve des éléments qui nous permettent de comprendre que c'est ça qui se passe, parce que quand tu ouvres des camps d'internement, et puis que, bon, c'est pareil, il n'y a pas de documents avec des ouvertures de fosses communes, mais en fait, quand tu as des nombres de gens internés à l'entrée, et puis qu'à la sortie, il en manque un tiers, tu sais très bien qu'il y a un système de disparition qui a été organisé, quoi. Bon voilà, et donc la France dans cette histoire-là, on le savait, on s'en est rendu compte entre les années 90-2000, on a commencé à assembler les pièces d'un puzzle où on a vu que la doctrine de guerre contre-révolutionnaire, qui est la doctrine française de contre-insurrection, qui est conçue entre l'Indochine et l'Algérie dans les années 50, avait été exportée. Et alors, je vais réexpliquer ce que c'est que cette doctrine. Du coup, c'est une doctrine qui dit que pour en finir avec les insurrections anticolonialistes, avec les soulèvements des populations colonisées, on est dans un cadre de guerre froide, où du coup, les militaires racontent que derrière tout ça, en fait, il y a Moscou, il y a la pieuvre communiste, et que ces peuples ne sont pas du tout arrivés à maturité pour être indépendants, mais qu'en fait ils sont manipulés par les méchants communistes. Et du coup, cette doctrine dit il faut faire la guerre totale à ces colonisés, mais aussi aux communistes, et en fait à tout ce qu'ils appellent la subversion. En gros, tout ce qui n'est pas d'accord, tout ce qui vient essayer de penser de manière critique, différente, changer les choses. Donc ça va jusqu'à infiltrer les syndicats, le mouvement ouvrier. Voilà, tous les mouvements de libération doivent être considérés comme des ennemis intérieurs. Et donc il faut encadrer les populations en permanence, les surveiller, les ficher. Et puis quand la subversion se met en mouvement, c'est-à-dire quand il y a des grèves, des luttes, quand il y a des émeutes, etc. Et là, il ne faut pas hésiter à déclencher de la guerre totale, c'est-à-dire en gros, aller chercher tous les gens qu'on a fichés comme subversifs, les interner dans des camps d'internement, qui en général ressemblent à des camps de concentration, toute cette histoire est liée. Dedans, obtenir du renseignement. Obtenir du renseignement, ça veut dire torturer. Quand tu tortures massivement les gens,
il faut en faire disparaître toute une partie parce que ceux qui n'étaient pas du côté de la résistance, quand tu les as torturés en général, ils passent du côté de la résistance. Donc voilà, faire disparaître des gens en masse, tenir les médias et mettre en place ce qu'ils appellent l'action psychologique ou la conquête des cœurs et des esprits, donc un système de propagande industrielle. Et pour faire tout ça, donc ça c'est en gros c'est ce que disent les doctrines de guerre totale contre les peuples. Il n'y a pas que les Français qui disent ça. De toute façon, les Britanniques ont fait à peu près pareil en Irlande du Nord, en Inde. Les États-Unis ont fait ça un peu avec partout. Margaret Thatcher et tout. On va y revenir. La plupart des grandes puissances ont fait ça. Ce que dit la doctrine française en plus, c'est qu'il faut militariser l'ensemble de la société. C'est qu'il faut donner le pouvoir politique, le pouvoir policier, tous les pouvoirs aux militaires pour qu'ils militarisent la société et qu'ils purgent la société de toute forme de subversion. Et pour justifier ça, ils font référence à Ludendorff, un théoricien nazi de la guerre totale. Ils font référence à Goebbels, tranquillement, tu vois. Et voilà. Et cette doctrine française, officiellement, elle aurait été rangée en 60 parce que justement elle a outillé aussi l'extrême droite coloniale qui s'en est servi contre De Gaulle, c'est-à-dire et qui s'est senti trahi que De Gaulle n'ait pas génocidé l'ensemble des Algériens et qu'il n'ait pas mis en place De Gaulle étant complètement du côté de la réaction à ce moment-là, du côté du pouvoir néocolonial bien sûr, mais l'extrême droite était encore plus fasciste, s'est servi de cette doctrine contre lui pour essayer de le faire tomber et mettre en place un apartheid en Algérie. Et donc on sait que cette doctrine a été transmise aux généraux argentins notamment, qu'elle a structuré le plan Condor, qui est un plan de contre-insurrection contre toute l'extrême gauche et les mouvements sociaux en Amérique du Sud dans les années 70. On sait qu'elle a inspiré le COINTELPRO, le plan de contre-insurrection contre les Black Panthers aux États-Unis et contre toute la nouvelle gauche états-unienne. Ce que ça a structuré aussi l'opération Phoenix, qui est un plan de contre-insurrection dans toute l'Asie du Sud-Est porté par la CIA et les États-Unis. Ces choses-là, on a commencé à les assembler dans les années 90-2000. Et du coup, là, moi, j'arrive en plus en disant, bon, bah, maintenant, on va essayer de voir si, en regardant les doctrines britanniques et états-uniennes, la doctrine française joue un rôle aussi central. En posant la question, je la posais sincèrement. Je me disais, je vais sans doute me rendre compte qu'elle n'est pas aussi centrale et que les États-Unis et les Britanniques... Je voulais voir son influence. Voilà, ont joué un rôle très fort. Bon, alors effectivement, les États-Unis et les Britanniques ont joué un rôle fort, mais en fait, j'en suis revenu en lisant les doctrines états-uniennes et britanniques à voir que en fait, la doctrine française joue effectivement un rôle absolument central depuis les années 50 jusqu'aujourd'hui. On l'a vu dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak au début des années 2000, elle sert de référence en permanence et en fait elle est quand même l'une des colonnes vertébrales de ce qui devient une doctrine de contre-insurrection globale au cours des années 2000 et c'est une des thèses fortes du livre, ouais. C'est de dire la contre-insurrection devient une technique de gouvernement mondial et effectivement dans cette histoire la France, parce qu'elle est une puissance impérialiste depuis toujours et parce que dans ses colonies elle s'est autorisée à développer des systèmes de violence absolue, joue un rôle fondamental. D'ailleurs, la France a aussi utilisé ses colonies pour expérimenter des armes, développer des nouvelles pratiques et tout. Tu en parles aussi dans le bouquin. Et même dans le film aussi, tu parles de comment la France, elle continue justement, au travers de son industrie militaire, justement, à expérimenter tout ça. Exactement, mais en fait, tous les États qui ont des colonies font ça, ou qui ont des sortes de colonies intérieures contre des minorités racisées, contre les exilés, en fait, la plupart des puissances font ça. Mais effectivement, la France joue son rôle de moyenne puissance internationale, justement en continuant à utiliser tous les régimes de colonialité à sa disposition pour expérimenter, développer, mettre en vitrine même aussi. Les fusées et tout, on en parlait avec Arnaud Saint-Martin aussi. Exactement. Sur la partie spatiale. Mais en fait, ça en découle parce que par rapport à ce que tu viens de dire, il y a vraiment un continuum, même tu parlais des camps de concentration, les camps d'extermination qui avaient été expérimentés aussi dans les colonies et puis après qui sont venus en Europe, puis avant d'être de nouveau utilisés aussi ailleurs. Et il y a toujours ce continuum. Tu parlais juste avant du coup des opérations, notamment l'opération Condor, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement du film La bataille d'Alger, qui est beaucoup utilisé. Et on voit, et t'en parlais à l'instant, par rapport à l'influence de la doctrine française sur les doctrines anglo-saxonnes notamment. En quoi ce film, justement, qui est souvent utilisé du point de vue colonial, en quoi il est important, justement, pourquoi il est autant utilisé, autant sollicité, en quoi il permet justement de mettre en place cette mécanique d'emprise et de domination qu'on retrouve aujourd'hui? Je pense qu'il est très réaliste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très utilisé par les armées
bon, et les polices de certains États, mais par les armées vraiment de la plupart des États du monde qui les ont vus à certaines époques. Et on le voit revenir, mais il est aussi utilisé par des révolutionnaires un peu partout dans le monde. Il a été utilisé par les Black Panthers, il a été utilisé par les Young Lords, du coup qui était un mouvement révolutionnaire. C'était dans les deux camps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement parce que le film est super réaliste, même si le film est tourné en Algérie indépendante, et donc vise à dénoncer aussi les méthodes françaises à ce moment-là, et tout en montrant aussi comment s'organise le FLN et comment s'organise la guérilla, surtout urbaine, on voit dans le film. Et du coup, comme c'est fait de manière très très réaliste, justement parce que ça a été fait directement aussi avec des moudjahidines, avec des gens qui ont participé à la guérilla, et que ils connaissaient aussi très bien, ils ont été confrontés à la torture, à tout le système de contre-insurrection dont on a parlé. Mais c'est vrai que dès le début, même s'il a été censuré en France, les militaires français ont reconnu que le film était ultra réaliste, même si ça montrait des choses en fait que nous on va trouver absolument scandaleuses, mais les militaires qui l'ont pratiqué, eux, quasiment ils en sont fiers en fait, quoi. Ça les emmerde quand ils se retrouvent devant un tribunal pour des massacres, les massacres dont ils se sont rendus coupables, mais en réalité ils en sont assez fiers. Et du coup ce film effectivement on le retrouve utilisé pour former des militaires sud-américains en Argentine, mais au Brésil aussi, donc des militaires qui vont prendre le pouvoir en justifiant tout ça, en disant on est confronté à la subversion communiste, etc. Donc il faut militariser la société comme l'ont fait les Français. Du coup, on retrouve même des techniques de torture ou de disparition françaises. Par exemple, en Argentine, ils vont faire disparaître les gens qui ont été torturés en les balançant depuis des hélicoptères en mer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les crevettes Bijar en Algérie. C'est ce que Bijar invente, ce truc-là aussi. Ça permet en plus d'utiliser les hélicoptères, qui sont des nouvelles technologies développées beaucoup pour la contre-guérilla en Algérie, alors que jusque-là, on ne savait pas exactement quoi en faire, si ce n'est que, comme les V2, les missiles V2 pour les fusées, la technologie hélicoptère est aussi reprise aux nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un truc aussi d'affirmer sa puissance aussi, très clairement, en utilisant ces matériaux. Très clairement. Et puis c'est une marchandise, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on peut développer des marchandises et que ça ramène du capital, les États appuient ça. Et du coup, la bataille d'Alger sert à former des forces répressives et des militaires un peu partout dans le monde à différentes époques. On la retrouve aussi au début des années 2000. Israël projette à ses forces engagées en Palestine occupée la bataille d'Alger. Les États-Unis le projettent une nouvelle fois avant d'entrer en Irak. Voilà. Mais bon. Et on peut se rappeler aussi que des révolutionnaires et des gens en lutte s'en servent aussi régulièrement pour se former, pour réfléchir à tout ça. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que t'en parles pas mal dans le bouquin, et du coup on voit que c'est vraiment une source d'influence, tant pour les deux camps en fait, tant pour les révolutionnaires que pour les impérialistes, quoi. Carrément. Et je pourrais rajouter un truc, du coup moi j'ai fait un autre film qui s'appelle Un seul héros, le peuple, que pareil on peut retrouver sur internet à prix libre. Donc à prix libre ça veut dire les gens qui ont des moyens peuvent mettre des sous, ils mettent ce qu'ils veulent, et ça permet à des gens qui n'en ont pas de voir le film gratuitement. Donc sur unseulehérolepeuple.org on peut le voir, et en fait en quelque sorte j'ai fait la suite de la bataille d'Alger en documentaire, c'est-à-dire j'ai fait un documentaire sur les soulèvements de décembre 1960. Ils sont justement 3 ans après la bataille d'Alger, c'est la dite bataille d'Alger parce que on se l'est dit, c'est pas une guerre entre deux armées, c'est une guerre entre l'armée, la police française et le peuple algérien, et donc qui avait prétendu en avoir fini avec la rébellion algérienne. Et en fait, 3 ans plus tard, il y a un soulèvement généralisé en Algérie, des classes populaires à travers tout le pays, dont on parle absolument pas en France, qui est un peu connu en Algérie. Et du coup, moi j'ai fait un documentaire sur ça, sur en fait comment 3 ans après ce massacre général qu'est la bataille d'Alger, en fait, ça n'a pas réussi à éradiquer la résistance, et bien au contraire, la résistance s'est réorganisée, s'est soulevée, a contre-attaqué, et que c'est même dans ce moment-là le peuple algérien qui arrache son indépendance, que c'est pas juste les directions politiques et militaires de la révolution algérienne qui obtiennent l'indépendance, c'est véritablement un soulèvement populaire auto-organisé. Et du coup ça s'appelle Un seul héros, le peuple. Et ça vient c'est une pièce qui nous manquait dans ce puzzle-là, mais je pense que c'est aussi le sous-entendu de notre discussion, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on regarde les systèmes de domination toujours sous l'angle de comment est-ce qu'ils dysfonctionnent,
de voir qu'en permanence ils sont contredits, en permanence ils font face à des résistances, et puis des résistances qui très régulièrement finissent par trouver des moyens de contre-attaquer, et puis qu'il y a aussi dans l'histoire des victoires du côté des peuples, quoi. Et du coup il faut qu'on réussisse à se raconter ces histoires-là pour bien se dire que c'est possible, quoi. Oui, c'est pas fini, quoi, c'est pas terminé. C'est pas fini, et il n'y a pas de système de domination absolu. Bah, par exemple, tu prends l'exemple de la Tunisie, notamment, de la Syrie et tout, où il y avait vraiment aussi, au moment du printemps arabe, des éclairs de génie, en tout cas des soulèvements populaires, là où c'est vrai qu'on se raconte très peu d'exemples, en fait, finalement. Ouais, je pense qu'il faut on prenne au sérieux cet enjeu-là, il faut qu'on se raconte les résistances, les victoires. Bien sûr, il y a des gens qui le font, mais en général, on ne le fait pas assez. Et puis de voir aussi que les opprimés résistent de plein de manières différentes, et puis de célébrer celles et ceux qu'on ne voit pas, parce que aussi souvent, quand on se parle des résistances, on se parle beaucoup des hommes en armes, des maquis. Mais en fait, là, dans le livre, j'espère qu'on le voit un peu, mais tous les soulèvements dont parle le livre, en fait, on voit que c'est pas de temps en temps, les femmes sont en première ligne. En fait, c'est dans quasiment tous les soulèvements, les femmes peuvent être en première ligne, mais sont en fait aussi dans les bases arrières, font les résistances invisibles. Et là, je dis les femmes, mais ça va être aussi les ouvriers, ça va être des prisonniers à peine libérés, les enfants, les très jeunes, les ados, qui sont dans la plupart des moments insurrectionnels. Et du coup, il faut qu'on se raconte ça, que en fait, les moments où l'histoire elle bascule, déjà, ça arrive de manière pas si bon, ça arrive. Récemment avec les Gilets jaunes notamment. Par exemple, mais puis tous les soulèvements des années 2010, et voilà, et ça arrive, mais ça met aussi c'est le fruit des stratégies et des tactiques de toutes sortes d'opprimés qu'en général on ne considère pas comme étant les véritables sujets politiques de l'histoire, alors qu'en vérité, en vérité, et c'est ça aussi qu'essaye de dire le livre, c'est que le sujet de l'histoire, c'est les damnés de la terre. Par rapport aux mouvements qui ont lieu en 2010, tu parles du fait qu'il y a une reconfiguration impériale du coup à notre époque, et qui part des périphéries pour aller maintenant vers le centre. Donc ça impacte même ce qu'on a pu voir à Paris en 2018 et tout. En fait, c'est sous quelle forme en fait prend cette reconfiguration impériale? Parce que t'en parles avec le cas de l'Irlande du Nord et aussi Margaret Thatcher, mais aussi le fait que d'un côté, il y a les conservateurs qui vont justement participer à cette reconfiguration impériale avec notamment l'arrivée du néolibéralisme. Et de l'autre côté, après, Tony Blair, le New Labour, donc plutôt à gauche, même si c'est pas le cas, récupèrent aussi ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi et comment ça arrivé en fait tout simplement vers le centre? Ouais, en fait ça touche des choses que tu as dit tout à l'heure là quand on se parlait des armes qui circulent entre les colonies et les métropoles. En fait, c'est ce qu'on appelle la mécanique impériale, ou des fois on dit le boomerang impérial, et donc c'est le fait que des puissances vont élaborer des choses dans les périphéries coloniales, certaines armes, je sais pas, prendre les grenades de désencerclement, les flashballs, c'est des choses qui ont été d'abord développées par Israël en Palestine, par le Royaume-Uni en Irlande du Nord, et qui donc contre les colonisés, et qui vont être ramenées et puis réagencées, réutilisées contre les classes populaires en métropole, quoi. Et donc ça touche des armes, des savoir-faire, on se dit, comme la contre-insurrection, élaborée dans les domaines coloniaux, puis qui revient face aux crises et aux soulèvements en métropole. Donc ça marche pour la France, mais ça marche pour les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., l'Espagne, le Portugal. Donc des réseaux humains, des militaires, des policiers, pareil, qui se forment dans les espaces coloniaux, qui reviennent. Ça va jusqu'à des urbanistes, la classe politique. Enfin, il y a vraiment ce boomerang impérial fonctionne en permanence dans l'histoire, et vraiment depuis le 16e, 17e siècle. Et en fait, il intervient, on peut se dire, les classes dominantes vont puiser dans les mal à outils coloniales à chaque fois qu'elles ont un problème de gestion. C'est-à-dire, bon, tant que le maintien de l'ordre, ça fonctionne, tant que les gens font des manifs qui servent à rien, dans le sens autodiscipliné, Comme ce qu'on voit tout le temps, en fait. Assez souvent, ça dépend, en fait. Ça dépend des époques, quoi. Mais tant que ça menace pas le système, il n'y a pas besoin. Il y a même quasiment presque pas besoin de police. Il y a un morceau de La Rumeur qui dit ça, la meilleure des polices, c'est quand tu bouges pas toi-même, tu vois, c'est quand tu t'autocontrôles. Et bon, donc là, tout va bien pour les dominants quand les dominés s'autocontrôlent. Mais en fait, ça n'arrive pas souvent. Et quand les dominés trouvent des moyens de contre-attaquer,
surgissent, quand c'est la révolte dans les quartiers populaires, quand c'est les révoltes dans les prisons, quand il y a les gilets jaunes qui au début se disent copain avec la police, puis se font éclater, et là en fait passent à des modalités plus offensives et qu'ils essayent de rentrer dans l'Élysée, etc. Bon, dans ces moments-là, et donc ça se passe vraiment dans l'histoire des États-Unis, de l'Empire britannique, pareil, de la même manière, là on va chercher dans les répertoires, dans les malles à outils coloniales, des armes, des savoir-faire, des unités. Par exemple, pendant les Gilets jaunes, il y a un moment, ça n'a pas été jusque-là parce que c'était pas aussi menaçant que ça, mais les militaires de Sentinelle, ils sont intervenus sur quelques trucs. Mais c'était pas loin en vrai. C'était pas loin de les utiliser, ils n'ont pas ouvert le feu, mais ça avait été dit d'ailleurs. Le gouvernement avait dit on n'hésitera pas, si ça continue, à ouvrir le feu et à utiliser les militaires. Ces militaires, ils revenaient du Sahel, des guerres néocoloniales, de l'opération Barkhane, etc. Et d'ailleurs, les blindés qu'on a vus sur l'Arc de Triomphe, c'est des blindés qui servent en Kanaki, qui ont servi au Sahel, qui ont servi aussi sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Enfin voilà, c'est cette mécanique impériale-là qu'on plus observe. Les armes non létales aussi, qui accélèrent aussi cet effet de se dire ok, c'est des armes qui ne tuent pas, mais qui viennent en fait s'ajouter aux armes létales. Et cette mécanique-là, du coup, moi j'avais bien repéré pour la France. En fait, je me suis rendu compte, en lisant aussi les chercheuses, les chercheurs, les activistes, les révolutionnaires qui produisent des savoirs critiques dans l'histoire britannique et états-unienne, en fait, on se rend compte que la même mécanique, quasiment la même, disons, une mécanique similaire, est à l'œuvre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et donc là, tu parlais, par exemple, l'Irlande du Nord, qui a pris le relais un peu de l'expérience accumulée en Inde, quoi, mais où en fait l'Irlande du Nord est en permanence, depuis le début du XXe siècle, une situation coloniale dans laquelle l'armée britannique expérimente des tas de choses. Et ben on voit que vraiment, ça ressemble beaucoup à l'histoire française. Au début des années 80, quand le néolibéralisme aggrave la misère et la précarisation dans les quartiers populaires, qui sont aussi des quartiers populaires racisés pour la plupart. En tout cas, c'est dans ceux-là, c'est dans les quartiers où il y a beaucoup les Jamaïcains, et puis après, ça va être les quartiers aussi où sont identifiées des communautés musulmanes. C'est là, d'abord, que va se concentrer. C'est là que les gens sont aussi les plus exploités, parce que c'est les corps et les vies qui sont considérés les plus sans valeur, quoi. Donc c'est les plus exploités, les plus discriminés, donc on y met le plus de forces de police, de surveillance. Du coup, c'est aussi les plus réprimés. Donc, quand tu es dans la misère, que tu es discriminé, ségrégué, qu'en plus tu te fais réprimer, bien sûr, ça fait des révoltes, et les gens se laissent pas faire, quoi. Et puis en plus, du coup, pareil, au Royaume-Uni, l'expérience des Black Panthers, etc., était forte. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vu, il y a aussi des damnés de la terre qui ont trouvé des formes révolutionnaires pour s'organiser, qui se sont pas laissés faire, qui ont contre-attaqué. Ça a donné des oppositions déterminées, quoi. Et du coup, on se rend compte qu'il s'est passé à peu près la même chose qu'en France et aux États-Unis, c'est-à-dire des schémas de contre-insurrection qui ont donné naissance au système sécuritaire, d'abord dans les quartiers populaires, d'abord contre les révoltes de prisonniers, et ça tout en se tissant avec les politiques anti-migratoires, c'est-à-dire de désigner les exilés comme des ennemis intérieurs contre lesquels il faudrait déployer toutes sortes d'armes, de surveillance. Les responsables de tous les maux. De lois racistes, exactement, quoi. C'est pour ça aussi que du coup dans ce bouquin, tu as développé le concept d'endocolonial. Ouais, en fait, c'est un truc que j'avais développé dans la domination policière, mais là je le reprends aussi parce qu'en fait, en regardant ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en fait, en Espagne, au Portugal, mais parce que dans le livre, on va aussi en Chine, on va en Inde, et c'est pareil, en fait, on trouve des formes d'endocolonialisme en Chine et en Inde aussi, c'est-à-dire des segments de la population et des classes populaires qui sont délimités de manière raciale, où on dit ceux-là, ils sont absolument différents. En Inde, les musulmans, notamment avec exactement, Modi, exactement. Le fascisme indien est absolument concentré sur l'islamophobie, comme en France. Et d'ailleurs, il y a une collaboration ils sont très potes, très forte entre le fascisme indien et Macron, et notamment une collaboration militaire. La France vend des Rafales
à l'Inde, qui permettent d'ailleurs de transporter l'arme nucléaire indienne, mais dont l'Inde se sert. Elle l'a utilisé en plus là pour le Cachemire. Exactement, et tout. Exactement. Et même les salons, on n'a pas encore parlé, mais une partie du terrain du bouquin, c'est les salons aussi d'armement. Et ben en fait, le Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États, qui se tient en France, sur lequel j'ai été faire des investigations. Ben, en fait, là, il y a un Millipol Inde qui est en train de se mettre enfin, ça y est, qui est mis en place. Enfin, tu vois, il y a une similarité, quoi. Et du coup, l'endocolonialisme, bah, c'est le fait de dire, à travers la ségrégation socio-raciale, à travers des discriminations systémiques, c'est pas juste de parler des imaginaires, parce que c'est vrai, bien sûr, il y a du racisme dans les imaginaires, les préjugés, etc. Mais c'est de prendre le racisme comme un système, quoi. Et du coup, bah, en fait, quand on regarde en France, c'est évident, mais en fait, dans un très grand nombre de pays où en fait s'est développé le capitalisme racial et patriarcal, on a des formes de ségrégation intérieure qui ne sont pas de l'ordre de restes d'un passé révolu, ce seraient des restes d'un colonialisme qui serait terminé. En fait, c'est la structure profonde de cette société-là, et c'est pour ça que ça ne change pas. C'est parce que le capitalisme et l'État sont organisés aussi autour de la possibilité de surexploiter une partie de la population qui va être maintenue à côté de l'accès aux droits, à la dignité, etc. Puis en plus, en général, c'est aussi elle qu'on va mettre en prison, qui va travailler quasiment gratuit en prison, etc. Et voilà. Et donc, bah, ça, pour le nommer, pour bien montrer que c'est un système et pas juste quelque chose qui est de l'ordre de la bavure ou du dérapage ou je sais pas quoi, je parle d'endocolonialisme. À des époques, on a dit colonialisme intérieur. Les Black Panthers disaient colonialisme intérieur. Moi, je dis endo pour se dire qu'il y a quand même une différence. C'est pas la même chose que ce qui se passe dans le colonialisme extérieur qu'on aurait mis à l'intérieur. Parce que, par exemple, justement, c'est pas la bataille d'Alger tous les jours dans les quartiers populaires en France. Par contre, il y a un continuum. Il y a les contrôles, la surveillance, la répression. Exactement. Il y a aussi le fait, dans ton bouquin, tu analyses le fait que pendant un temps, il y a eu du coup l'URSS, donc il y avait un certain narratif aussi dans cette mécanique impériale. Et après, quand l'URSS est tombé et que le néolibéralisme est arrivé, il a fallu inventer des nouveaux narratifs. Donc je pensais notamment à Huntington avec le choc des civilisations, le fait que le monde est multipolaire, que les conflits sont complètement différents, mais tout ça, ça sort de leur imaginaire. Il y a aussi les narratifs aussi beaucoup plus récents. Tu parlais juste avant des politiques de répression qui sont mises en place, notamment avec la guerre contre la drogue, la guerre contre le terrorisme et tout. Mais en fait, tout ça, ça participe aussi à ce que tu évoquais aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment, justement, en quoi ces narratifs-là aussi sont importants, justement, pour maintenir cette emprise coloniale et impérialiste aussi? Ouais, bah, il faut pouvoir raconter que le problème, c'est pas que tu te fais exploiter par ton patron, que tu te fais fracasser par des flics, que tu vas en prison pour avoir vendu du shit, il faut expliquer aux gens que non, l'ennemi, c'est pas ça, c'est pas les dominants. C'est pas les lois, c'est pas le système économique. L'ennemi, c'est l'exilé, le musulman, etc. Et bon, ça, c'est pas... en réalité, dans l'anthropologie critique, tu vois que la plupart des sociétés ont toujours fait ça. C'est-à-dire, quand il y a une crise à gérer, on cherche un bouc émissaire, quoi. Un truc qu'on connaît bien. Sauf que ça a été rationalisé, ça a été technicisé. C'est devenu vraiment une technologie de pouvoir, quoi. Et effectivement, dans l'histoire française, et dans l'histoire européenne, et dans l'histoire occidentale, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on voit bien, et dont l'aboutissement, l'un des aboutissements, par exemple, ça a été le fascisme dans les années 30 et l'extermination des Juifs d'Europe, désignés comme un bouc émissaire racial lié aux bolcheviks. Alors c'est marrant parce que du coup ils étaient à la fois désignés comme les puissances d'argent mondial, mais en même temps aussi c'était aussi les communistes et Moscou, etc. Bon, c'est intéressant de voir que cette double figure-là du judéo-bolchevique qu'on a dans les années 30 et qui sert l'avènement du fascisme, on en retrouve une sorte de ce double masque, on en retrouve quelque chose qui ressemble beaucoup dans l'islamo-gauchiste, quoi. Et où l'islam, bien sûr, si l'antisémitisme existe toujours, qu'il évolue, etc., il est toujours structurel. Là, l'islamophobie joue un rôle de machine fondamentale dans la fascisation en cours. Et donc,
on a quand même l'idée de la menace musulmane, c'est pas quelque chose de si nouveau parce qu'en vérité, tu regardes, c'est un Isabelle peu la catholique en Espagne. et j'allais dire notamment. ça, Ouais. et les croisades. Enfin, l'ennemi musulman de la civilisation occidentale, c'est le fondement même de la pensée de l'Occident, quoi. Donc c'est un truc qui est absolument pas nouveau, mais on a des mal à outils, des répertoires comme ça dans lesquels les classes dominantes vont piocher. Et évidemment, depuis la fin de l'URSS, désigner les musulmans, les exilés, et puis bah en fait, et bon après ce qu'ils vont appeler terroristes, mais en vérité on a bien vu, ils sont capables d'appeler terroristes absolument tout et n'importe quoi. Ouais, les écologistes. C'est ça, là, on a eu l'éco-terroriste, c'est assez fou quoi. On a eu mais même enfin bon bref. J'avais oublié celle-là. Et donc, mais ça vient résonner avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que y a un système qui déclenche un continuum de guerre et de contrôle contre tout ce qui le gêne, et même des fois contre des trucs qui n'existent pas vraiment, tu vois, genre, je sais pas, là, leur truc de quand ils sont partis à la recherche des frères musulmans il y a un mois, là, ça y est, d'ailleurs c'est fini, enfin, je veux dire, en bas, on le sait tous, enfin, genre, personne n'a jamais rencontré un frère musulman qui venait dans le quartier expliquer, je sais pas quoi. Ils inventent des peurs, surtout qu'il y a 6 millions de musulmans en France, si vraiment c'était un problème, ce serait déjà le chaos. Mais même nous, on se dit avec plein de potes que, en fait, ce qu'ils voient pas, c'est qu'il y a une telle misère dans les quartiers, une telle révolte, une telle oppression, que, en fait, pour un paquet de personnes absolument écrasées, s'ils n'avaient pas la spiritualité pour tenir, il y aurait beaucoup plus de mecs qui pèteraient des plombs, tu vois. Et bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais. L'exemple même, c'était avec Naël aussi. Enfin, récemment aussi. On en avait parlé aussi avec Fatima Wassak. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un truc dont je souhaitais vraiment te parler avec toi aussi, et t'en as un peu parlé, c'était avec Milipol. On en parle assez peu finalement, je trouve, mais que la France est le deuxième pays qui vend le plus d'armes au monde. Tu parlais de l'Inde juste avant. Et finalement, je trouve que c'est peut-être une fierté pour nos dirigeants, mais c'est quelque chose, en fait, si la population, on en parlait davantage, c'est pas quelque chose finalement qui peut nous rendre fiers, d'autant que de l'autre côté, il y a des industries qui désertent, il y a du chômage qui se crée sur d'autres sujets qui sont plus importants, sur le plan médical notamment et tout. L'armement, ça a généré, je crois que tu parles dans le bouquin, j'avais noté le chiffre, 8 000 milliards d'euros de revenus depuis 2011. Je crois que c'est le chiffre que tu donnes dans le bouquin. On en parlait juste avant, on a parlé aussi de Claude Sarfati et de comment en fait il y a une imbrication entre le militaire et puis justement la politique en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articule notamment davantage dans le capitalisme moderne l'armée, l'industrie militaire avec justement le capitalisme et l'expansion coloniale, parce qu'elle prend du coup d'autres formes, d'autant que c'est aussi l'objet de ton dernier film, et après ça nous permettra d'en venir aussi sur un autre sujet dont je souhaitais parler avec toi, notamment les dispositifs et tout. Ok, ouais, bah... en fait, il y a la guerre, elle est fabriquée, elle tombe jamais du ciel, elle est fabriquée. Enfin, déjà, il faut des armes et puis il faut qu'il y ait des États qui la déclenchent. Et donc, il y a différentes dynamiques qui peuvent porter la guerre. Il y a très souvent des dynamiques économiques, hein. C'est-à-dire que la guerre, ça permet de vendre des armes, ça permet aussi de capturer des territoires, de capturer des populations, d'aller piller des ressources, etc. Donc ça traverse toute l'histoire du capitalisme, évidemment. Ça permet d'imposer le capitalisme aussi, c'est-à-dire qu'on a la guerre depuis l'origine de la modernité, parce que aussi quand les États occidentaux sont partis coloniser les peuples du monde entier, les gens ne se sont pas laissés faire. Il y a eu des résistances, il y a eu des guérillas partout, et là où ça a réussi à s'imposer, c'est parce qu'il y avait un différentiel de force. C'est parce que justement l'Occident s'est doté de moyens guerriers et a développé, et que le capitalisme allié à l'État-nation s'est aussi construit autour des industries militaires et très rapidement sécuritaires. C'est-à-dire que en fait, quasiment dès le début, les armes qui sont développées pour conquérir le monde vont être réutilisés à l'intérieur contre les soulèvements populaires, contre le mouvement ouvrier, etc. quoi. Et donc, la guerre, c'est à la fois la machine de propulsion du capitalisme. Je le dis, le capitalisme est racial et patriarcal depuis le début. Donc, quand je dis capitalisme, c'est sous-entendu racial et patriarcal. Aussi. C'est ça.
Donc c'est la machine de propulsion, c'est la machine qui permet de l'imposer partout dans le monde, même s'il y a toujours des espaces où ça résiste, etc. Ça va devenir une machine de régénération, c'est-à-dire que quand tu fais plus assez de profit ou quand ton hégémonie politique dans tel endroit est contestée, c'est la guerre qui va permettre de rétablir l'ordre, ou par exemple de maintenir un pays dans la hiérarchie internationale, tu vois, dans l'opération Barkhane, donc une opération néocoloniale française au Sahel. C'est à la fois quelque chose d'économique, c'est pour la stabilité dans la région qui va servir à Bolloré, etc. La France-Afrique, quoi. Exactement, la France-Afrique. C'est pour du pillage de richesses, oui, mais c'est aussi pour maintenir la France comme puissance moyenne dans l'ordre international. Regardez, c'est nous les gendarmes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, donc, etc. On est important et tout, quoi. Et donc le livre essaye de montrer comment, déjà à travers le XXe siècle, la guerre est devenue permanente. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de l'armée française, mais ça vaut pour l'armée états-unienne aussi. Elles sont en déploiement permanent depuis les années 50. Et en fait, avant ça, elles ont servi dans les 2 guerres mondiales. Mais disons, depuis au moins les années 50, les armées françaises, britanniques, il faudrait vérifier, et états-uniennes, sont déployées à l'extérieur en permanence. Elles sont en opération en permanence. Du coup, il y a une forme de guerre continue et du coup des budgets qui vont avec, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et ce que j'essaye de comprendre sur le début du XXIe siècle, c'est à quoi sert ce continuum de guerre, contrôle, surveillance, répression, enfermement aujourd'hui. Parce du coup, il est en fait devenu la clé de voûte de tous ces systèmes-là, qui n'est pas du tout aussi solide qu'il le prétend. C'est aussi ça qu'essaye de montrer le livre. C'est qu'il n'y a pas de système de domination absolue, il n'y en a aucun qui a jamais réussi à s'imposer de manière totale. Les empires finissent par tomber. Les empires, sur le temps long, les empires s'épuisent avant les peuples, c'est très clair. Et le système global, aujourd'hui, en fait, est absolument pas aussi solide qu'il le prétend ou qu'il essaye de nous le faire croire. Il est contesté partout. La décennie 2010, elle a été traversée de soulèvements populaires, et qui continue. Il y a quand même des régimes ultra autoritaires, des Ben Ali, etc., qui ont été renversés. Et tout ça continue. Il y a les luttes antiracistes et décoloniales, les luttes féministes, partout dans le monde, en fait, qui sont dans une effervescence. Les médias dominants, ils alimentent la peur, agitent les... Complètement. Il y a un backlash très clair sur le masculinisme par rapport aux luttes féministes, sur le néofascisme par rapport aux luttes décoloniales. Terrain qui finance je sais pas combien de médias. Exactement, les milliardaires qui sont en mode à financer complètement la montée du fascisme, comme dans les années 30 d'ailleurs. C'est-à-dire que la bourgeoisie fait le choix, comme dans les années 30 elle avait fait le choix de plutôt le fascisme que le Front populaire et que la révolution sociale, bien sûr. Là, elle se dit plutôt le néofascisme que n'importe quoi d'autre, quoi. Et donc le continuum de guerre et de contrôle à la fois est la solution pour continuer à accumuler du profit, mais aussi pour rétablir l'ordre international. Du coup, peut-être on en parlera, mais moi je parle d'apartheid global dans le livre. Du coup, pour solidifier, reconstituer cet apartheid global qui est lui aussi menacé tout le temps par les luttes des exilés, par les solidarités internationalistes, etc. Donc voilà, c'est aussi un essai essayer de comprendre pourquoi et comment la guerre est devenue l'une des clés de voûte peut-être où on pourrait dire la roue de secours principale du capitalisme globalisé. Mais dans ce continuum impérial, t'en parles aussi dans le bouquin, il y a 2% actuellement du budget de la défense il y a 2% du budget qui va à la défense, et ça fait partie un peu de... Ouais, en France, et même dans d'autres pays européens, et je pense que c'est tous les pays qui sont dans l'OTAN. En fait, il y a déjà pas mal de pays qui ont dépassé les 2% là. Du coup, ça fait partie aussi de ça, en fait, de cette... parce que ça, c'est plus du côté des États-Unis et tout. Du coup, dans ce continuum impérial, il y a un peu aussi une redéfinition aussi des puissances où les États-Unis... Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'aussi, les États-Unis, pour pas perdre pied aussi, vont s'appuyer sur la France ou d'autres pays occidentaux pour maintenir son hégémonie, pour maintenir sa puissance. Oui, très clairement, et au moindre coût. C'est un peu ça, c'est ce qui s'est passé là dans les derniers mois, mais aussi disons depuis 2010 en fait. Il y a une nouvelle polarisation internationale où, en gros, l'Asie du Sud-Est devient un peu le nouveau centre sur lequel polarisent toutes les puissances en disant c'est là
qu'il va falloir concentrer nos forces militaires, aussi les recherches de ressources, etc. Alors bien sûr parce qu'il y a la Chine, mais aussi pour toute une série de raisons, quoi. Et du coup, l'impérialisme occidental, avec son appareil militaire qui est l'OTAN, et avec les États-Unis qui est la principale, la puissance la plus forte, quoi, et qui mène tout ça, et à la recherche d'une stratégie qui consiste à ce que les États européens investissent encore plus qu'avant dans le militaire pour assumer une part plus forte de la défense de l'Occident contre la défense des US. contre les autres, voilà, et que ça coûte moins cher en fait aux États-Unis, quoi. Et bon voilà, les Européens jouent très clairement le jeu. Et d'ailleurs là, c'est pareil, ça s'est calmé un petit peu, mais là quand il y a 3-4 mois, on avait dans tous les médias, attention, la menace russe, on va se faire envahir par les chars, etc. En fait, l'immense majorité des États européens en fait ont juste répondu à des dynamiques de long terme de leurs industries qui disaient non mais on veut des budgets toujours plus forts, et on veut même une explosion des budgets militaires. Les budgets militaires, du coup, c'est l'argent public, celui dont on nous dit qu'il n'y en a pas pour la santé, il n'y en a pas pour l'éducation, il n'y en a pas pour la culture, etc. Bon, en fait, c'est cet argent-là qui est mis directement dans la poche des industriels. De Dassault, de Thales. Voilà, et qui sont ceux qui aussi... on retrouve ce capital-là à la tête des grands médias qui nous vendent le néofascisme tous les jours, et la haine des musulmans et la haine des pauvres, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se tient à ce niveau-là. Et du coup, la grande politique économique de réarmement qui est en cours, elle est à la fois liée au déclin, parce qu'il y a véritablement un déclin de l'impérialisme occidental, c'est vrai, avec un processus de polarisation. Il y a d'autres forces qui apparaissent, la Russie se renforce, la Chine évidemment, voilà, et qui ne sont pas du tout des puissances progressistes, qui elles aussi sont des capitalismes racistes, patriarcaux, et sont des puissances réactionnaires aussi. En fait, c'est des rivaux de l'impérialisme occidental, mais voilà, ces nouvelles rivalités stimulent aussi l'accumulation militaro-sécuritaire. Mais tu vois, cette agitation de la peur, je te disais, j'étais en Afrique là pendant 3 mois. D'ici, en France, on va dire faut faire attention parce que la Chine, la Russie commencent à arriver en Afrique et tout, mais en fait, la population, elle est pas bête là-dessus. Elle comprend c'est aussi c'est aussi des empires. Mais en fait, c'est tellement pas équitable. Par exemple, tu vois, la France-Afrique, c'est tellement juste du pillage et tout qu'en fait, c'est une autre forme de... Enfin, c'est plus une porte de sortie, en fait, aujourd'hui. Du coup, tu as cette reconfiguration-là, parce qu'on a l'impression que cette agitation de la peur et tout, c'est pour occulter aussi d'autres choses. Parce que, par exemple, au Cameroun, il y a des partenariats qui sont faits, et c'est plus dans leur avantage que ce qui est fait actuellement avec l'impérialisme français. Du coup, c'est intéressant de voir aussi directement quand tu vas les interroger, tu vois et que tu compares avec ce qui est dit dans les médias ici, c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Et c'est super intéressant. Par rapport à Millipol et par rapport aux armes, parce que ça a fait l'objet aussi d'un précédent livre dont on parlait tout à l'heure, La police du futur. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les drones qui ont été déployés beaucoup dans le militaire et qui sont aujourd'hui déployés aussi auprès de la police. Et tu parlais dans le bouquin de la guerre guerre policière. On voit que la police, elle joue de plus en plus un rôle de plus en plus important. On le voit avec les manifestations récentes, que ce soit les Gilets jaunes ou pendant la loi travail. Et d'ailleurs, pour les populations blanches, ça a été comme si c'était quelque chose de nouveau, alors que c'était quelque chose qui est assez fréquent dans les quartiers populaires. Et à quoi va ressembler justement cette police justement qui est de plus en plus armée dans les années qui viennent? À quoi elle va ressembler cette police-là, et quel va être son rôle? Est-ce qu'elle va prendre davantage de place vis-à-vis de l'armée, justement? C'est difficile à dire ce qui va arriver parce que ça dépend aussi de ce qu'on va faire, c'est très clairement. Et bon, tu vois bien, je pense qu'on tous les deux on est d'accord sur ça. L'enjeu de tout ce qu'on fait là, c'est justement pour que d'en parler et puis que ça bouge, et que le futur qu'on nous prévoit sans nous et contre nous, qu'on le change, quoi. Mais bon, si tout continue comme c'est en place,
Il y a très clairement, les technologies fondamentales qui sont au cœur des secteurs de recherche et développement dans le militaire et dans le policier, c'est le pouvoir algorithmique, c'est l'intelligence artificielle, c'est très clair. Le cyberespace aussi. Le cyberespace aussi, et l'espace lui-même, quoi, Ouais. qui sont vraiment au cœur des grands investissements en termes de recherche, de développement de technologies, etc., à la fois de surveillance, mais aussi de répression et de guerre. Donc, il y a plein de choses qu'on voit déjà, qu'on voit bien dans les médias sociaux, avec l'arrivée aussi de la robotique, tu vois, dans le domaine policier et militaire, toutes sortes de robots, voilà, une sorte de technologie de surveillance. Il faut aussi prendre en compte, je pense, vraiment cette dynamique supplétive dont je parle dans le livre et qui traverse toute l'histoire coloniale et qui consiste à faire participer les dominés à leur domination. Et ça, c'est vraiment au cœur du sécuritaire aujourd'hui. Donc c'est aussi des polices, des armées qui cherchent à se rendre fun, attractives, ludiques, du coup à nous donner envie de participer. Et, on retrouve ce... Après, bien sûr, tous les gens qui jouent à Call of sont pas des déglingos qui veulent aller faire la guerre. Mais il y a tu vois, une recherche aussi de rendre légitimes les modalités de la guerre, parce que dans les différents scénarios de certains jeux vidéo, enfin tu vois, c'est quand même assez régulièrement l'ennemi, c'est quand même souvent un terroriste, barbu, machin, etc. Même la Mission Impossible qui est ressortie récemment, c'était les Russes. Ah ouais, mais je l'ai pas vu, mais c'est les Russes, ils manipulaient les islamistes. L'intelligence artificielle. Ah oui, parce que dans les Missions Impossibles, c'est l'intelligence artificielle maintenant. Ouais. Et il y a des choses comme ça, mais il faut se dire aussi que ça dépend. Si on réussit à s'organiser, peut-être que ce sera pas ça. Peut-être que, pendant le mouvement pour George Floyd, quand il y avait des soulèvements partout aux États-Unis, les classes dominantes, elles étaient obligées de céder sur certaines choses, comme de définancer certains secteurs policiers, de désarmer certaines unités, même d'abolir certaines unités. Alors, dès que le soulèvement s'est arrêté, tout ça est reparti à fond. Les financements sont remontés à fond. Il y a constitution de villes militarisées et de centres, de villes, centres d'entraînement pour la police qui ont été... Bon, voilà. Dès qu'on arrête de lutter, dès qu'on arrête de se soulever, de toute façon, le pouvoir backlash à fond. Mais quand on est offensif, quand on est massif, quand on est déterminé, quand il y a du rapport de force, en vérité, on arrive à faire changer les choses. Et donc là, on voit que la police recule, etc. Et moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut absolument qu'on réfléchisse au fait que déjà, on est capable de créer d'autres sociétés, des sociétés débarrassées du capitalisme, du racisme, du patriarcat, et que ça, c'est des sociétés aussi dans lesquelles il y aura plus de police, parce que la police, elle est là pour maintenir l'ordre dont ont besoin les classes dominantes. Alors, on inventera des choses, je sais pas quoi, pour faire respecter la justice, mais sans étrangler les gens, sans les mettre en prison, voilà. La police, la prison, toute la chaîne punitive, en fait, moi je suis absolument persuadé qu'on est capable de changer des sociétés et qu'on est capable de créer des sociétés où il n'y ait pas ça, où il y a une justice transformatrice, réparatrice, etc. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas, mais ce qui avait existé dans plein de sociétés qui n'étaient pas forcément des paradis sur Terre, mais en fait, l'État, les prisons, l'armée, la police, c'est des choses qui ont quelques siècles, et à l'échelle de l'histoire de l'humanité. La police, je crois, c'est 3 siècles, même pas. C'est ça, c'est des grains de sable à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et donc, on est absolument capable de créer des sociétés différentes qui soient débarrassées de ça. Et du coup, peut-être qu'il faut se dire aussi que dans nos luttes, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça. Comment on fait pour sortir des logiques punitives, comment on crée d'autres manières de vivre ensemble, mais sous tous les aspects de la vie quotidienne, quoi. Il y a un bouquin qui avait été publié aux éditions La Fabrique, c'était Que fait la police, c'était de Paul Rocher, où justement il explorait, qui montrait qu'il y avait aussi Fabien Jobard qui avait fait aussi un bouquin sur la police à l'échelle globale. Il montrait justement, les deux montraient que la police a une histoire récente et qu'en plus de ça, il y avait différentes formes de police. Par exemple, je crois au Japon, la police, elle est beaucoup plus dans... Tu te perds dans la rue, elle vient te guider et tout. En fait, la police n'a pas du tout la même fonction de base et tout, alors que chez nous, elle est beaucoup plus dans la répression et beaucoup... C'est des configurations, hein, ça dépend, parce que dans tous les pays, tu as différentes formes de police, avec des fois de la police qui peut un peu aider les gens sur certaines choses. En général, ça, c'est un peu le sommet de l'iceberg qui vient rendre légitime la police, parce que dans tous les États du monde, la police, elle est d'abord là pour maintenir l'ordre social, et c'est-à-dire, et au Japon, c'est pas au Japon, quand il y a des grèves et des manifestations dures,
la police, elle défonce tout le monde comme ici, quoi. Et pareil que partout ailleurs, s'il devait y avoir un processus révolutionnaire au Japon, ils enverraient la police puis l'armée comme tous les États du Mais monde. comme c'est plutôt calme. Bah, c'est plutôt ça. Mais c'est pas si calme que ça, hein. Il y a des luttes de classe en permanence au Japon aussi. On les voit pas beaucoup, quoi. Mais ça bouge là-bas aussi. C'est assez conservatrice en plus. Ouais, bah il y a un statu quo d'une certaine manière, mais il y a des luttes aussi, et il y a des luttes qui sont réprimées aussi. Et puis il y a eu des mouvements révolutionnaires à différentes époques au Japon aussi. C'était un véritable plaisir d'échanger avec toi. Trop cool. J'ai été hyper content de pouvoir parler de ce livre, La guerre globale contre les peuples. Il y a énormément de choses. Il est riche, ce bouquin, et j'invite vraiment tous les éditeurs à le lire. Est-ce que parce que là, moi, c'est un peu mon enjeu. Oui, il est dense, on peut se le dire. Il est riche. Moi, j'ai tout fait pour que ce soit lisible, quoi, que ce soit pas trop compliqué. Ouais, ça va. Ok, super. Bah, trop bien. Bah, merci aussi à toi pour l'accueil. Franchement, bravo pour le boulot là d'organisation de ce moment. Et puis j'ai été content de reprendre les podcasts avec toi d'ailleurs. Vas-y, super discussion, trop bien. Merci beaucoup Mathieu. Et aussi les auditeurs, ils peuvent aussi voir ton film, comme tu l'expliquais. Ouais, c'est noussommesdeschamps-de-bataille.net et il y a aussi un seul héros le peuple.org, je crois. Qui rejoint un peu tout ce qu'on a dit en plus aussi. Merci à toi Mathieu. Merci, salut.